Ce soir, l'histoire commence sans fracas. Il n'y a pas de poursuite, pas de cris, pas de scène spectaculaire. Seulement un dossier posé sur un bureau, quelques témoignages notés à la hâte, et une évidence qui semble trop bien ordonnée pour être honnête. Bienvenue dans ces récits anciens où le crime ne se dévoile pas immédiatement. Des histoires où l'enquête avance lentement, à pas mesurés, portée par les faits, les heures imprécises, les détails que l'on croit secondaires. Ici, la justice observe avant de juger. Elle hésite, se trompe parfois, puis revient sur ses pas. Ce récit est une réécriture moderne d'un roman policier du domaine public, inspiré de l'œuvre d'Émile Gaboriau. Une enquête calme, méthodique, racontée à voix basse, pour accompagner l'endormissement. Installe-toi confortablement. Laisse la nuit s'installer. Et écoute cette histoire où le doute compte autant que la vérité. L'arrestation eut lieu à une heure ordinaire. Il était un peu plus de 7 heures lorsque les agents se présentèrent au domicile de l'homme que l'on soupçonnait. La rue était déjà animée. Les commerces ouvraient, les passants se pressaient. Rien, dans le décor, ne laissait deviner qu'une affaire criminelle allait s'y inscrire. L'homme ouvrit lui-même la porte. Il se nommait Prosper Berthomy. Il avait une quarantaine d'années, une tenue correcte, des manières mesurées. Lorsqu'on lui annonça qu'il devait suivre les agents pour être entendu dans une affaire grave, il ne manifesta ni surprise ni agitation. « Je suis prêt », répondit-il simplement. Aucune résistance ne fut opposée. Aucun voisin ne s'arrêta. La porte se referma derrière lui, et la vie de la rue continua sans interruption. Les faits qui motivaient cette arrestation étaient pourtant sérieux. La veille au soir, un homme avait été retrouvé mort dans un logement voisin. Le décès résultait d'un coup porté avec violence. Aucun signe d'effraction n'avait été relevé. Peu d'objets avaient été déplacés. Tout indiquait que la victime connaissait son agresseur. Plusieurs témoins avaient déclaré avoir vu Berthomy entrer dans l'immeuble en fin de journée. Certains l'avaient vu en ressortir peu après. On savait qu'il entretenait des relations anciennes avec la victime. Ces éléments avaient suffi à attirer l'attention des enquêteurs. Au poste, l'interrogatoire débuta sans tension. On demanda à Berthomy où il s'était rendu la veille, à quelle heure, pour quel motif. Il répondit avec précision. Il reconnut s'être rendu dans l'immeuble. Il expliqua la nature de sa visite. Il nia toute altercation. Selon lui, l'entretien avait été bref et sans conflit. Ses déclarations furent consignées. Pourtant, à mesure que l'on avançait, ses réponses semblaient renforcer l'accusation. Sa présence était établie. Sa relation avec la victime reconnue. Son départ, avant la découverte du corps, confirmé. L'enquête suivait alors une logique simple. Présence. Connaissance des lieux. Absence d'effraction. Un dossier fut ouvert. Sur la couverture cartonnée, on inscrivit un numéro, 113. À ce stade, l'affaire paraissait presque banale. Un crime sans complications apparentes. Un suspect identifié. Une procédure en cours. Mais dans le regard de l'un des agents, tandis qu'il relisait les premières notes, subsistait une hésitation difficile à formuler. Rien de précis. Aucun élément contestable. Seulement l'impression que cette affaire avançait trop vite, portée par une cohérence trop parfaite. Le dossier numéro 113 venait d'être ouvert. Et déjà, sans qu'on le dise encore, il portait en lui la possibilité d'une erreur. Les témoignages furent recueillis dans la matinée. Les agents commencèrent par interroger les occupants de l'immeuble où le crime avait été commis. Les voisins furent entendus séparément, selon la procédure habituelle. On leur demanda ce qu'ils avaient vu, entendu, remarqué la veille au soir. Les réponses, prises isolément, paraissaient simples. Rassemblées, elles l'étaient moins. Plusieurs personnes confirmèrent avoir vu Prosper Berthomy entrer dans l'immeuble en fin d'après-midi. L'un se souvenait de l'avoir croisé dans l'escalier. Un autre affirma l'avoir aperçu près de la porte du logement de la victime. Les descriptions concordaient suffisamment pour établir sa présence. Les horaires, en revanche, variaient. Certains situaient la visite avant la tombée de la nuit. D'autres parlaient d'un passage plus tardif. Personne ne pouvait fournir une heure exacte. Les témoins se référaient à leurs habitudes, la fin du dîner, la fermeture d'un magasin, l'allumage des lampadaires. Ces imprécisions furent notées, mais jugées secondaires. On interrogea ensuite les connaissances de la victime. Peu nombreuses, elles confirmaient une relation ancienne entre Berthomy et l'homme retrouvé mort. Une relation faite de discussions,
parfois vives, au sujet d'affaires passées. Rien de récent, selon eux. Rien qui puisse expliquer une violence soudaine. Ces déclarations semblaient pourtant renforcer l'hypothèse retenue. Une relation ancienne suffisait à établir un mobile possible. Un différend, même ancien, pouvait ressurgir. Au poste, Berthomy fut confronté à ces témoignages. Il reconnut les faits essentiels. Oui, il était venu. Oui, il connaissait la victime depuis longtemps. Oui, ils avaient parlé. Mais il maintenait être reparti avant la nuit. Il niait toute altercation. Selon lui, la conversation avait été brève, presque indifférente. Les agents relevèrent certaines divergences entre ses propos et ceux des témoins. Elles n'étaient pas flagrantes, mais suffisantes pour entretenir le soupçon. Chaque imprécision jouait contre lui. Chaque hésitation était interprétée comme une tentative de se protéger. Un rapport intermédiaire fut rédigé. Il établissait la présence de Berthomy sur les lieux, confirmait ses liens avec la victime et soulignait l'absence d'explications convaincantes quant à l'heure exacte de son départ. La chronologie retenue restait approximative, mais elle permettait de le situer dans une fenêtre temporelle compatible avec le crime. Pour l'enquête, cela suffisait. Pourtant, en relisant les procès-verbaux, l'un des agents s'arrêta sur un point précis. Deux témoins, interrogés à des moments différents, décrivaient la même scène, mais à des heures incompatibles. L'un situait la rencontre avant le dîner. L'autre affirmait avoir entendu des pas bien plus tard, alors que la nuit était déjà avancée. Cette contradiction fut signalée, puis classée provisoirement. On estima qu'elle serait éclaircie plus tard. L'essentiel, pour l'instant, était de consolider le dossier. Les témoignages confirmaient la thèse principale. Les variations horaires seraient expliquées par de simples erreurs de mémoire. L'enquête poursuivait son cours. Mais sous cette apparente cohérence, une fragilité persistait. Non pas une faille évidente, mais une zone floue, laissée de côté par commodité. Une de ces imprécisions que l'on accepte lorsqu'on croit déjà tenir la bonne réponse. Le dossier numéro 113 s'étoffait. Et avec lui, sans que personne ne l'admette encore, la possibilité que la vérité se cache ailleurs. Dans l'après-midi, l'affaire entra dans une nouvelle phase. Les témoignages, les procès-verbaux et les premières conclusions furent rassemblés. On établit une synthèse. Les faits furent ordonnés, les heures approximatives alignées, les déclarations résumées. Ce travail, purement administratif en apparence, donna au dossier une cohérence nouvelle. Le dossier numéro 113 prenait forme. Sur la couverture cartonnée figuraient désormais plusieurs feuilles soigneusement classées. La présence de Prosper Berthomy sur les lieux y était clairement établie. Ses relations anciennes avec la victime étaient mentionnées. Les témoignages concordants occupaient une place centrale. Les variations horaires, jugées mineures, étaient reléguées en marge. L'ensemble paraissait solide. Un magistrat fut saisi. Il lut les pièces avec attention, sans précipitation. À la lecture, l'enchaînement semblait logique. Rien ne heurtait l'esprit. Aucun élément ne contredisait frontalement la thèse retenue. Le dossier répondait aux exigences habituelles, un suspect identifié, un mobile possible, une chronologie acceptable. Il valida la poursuite de la procédure. Cette décision eut un effet immédiat. Ce qui n'était jusque-là qu'une hypothèse devenait une orientation officielle. L'enquête se concentrait désormais sur Berthomy. Les autres pistes, encore théoriques, perdaient de leur intérêt. Au poste, on informa le suspect de cette évolution. Berthomy écouta sans interrompre. On lui expliqua que les éléments recueillis suffisaient à justifier son maintien sous contrôle judiciaire. Il conserva le même calme que lors des interrogatoires précédents. Il se contenta de répéter qu'il n'avait rien à ajouter à ses déclarations. Un agent nota cette attitude. Ce silence n'était ni une provocation, ni une défense habile. Il semblait plutôt traduire une confiance étrange, difficile à interpréter. Comme s'il s'en remettait entièrement à la procédure, persuadé que les faits finiraient par parler d'eux-mêmes. Dans les bureaux, le dossier circulait déjà comme une affaire presque réglée. On parlait d'une suite logique, d'un enchaînement classique. La présence, le mobile, l'absence d'effraction. Tout s'imbriquait avec une régularité rassurante. Le numéro 113 devenait une référence, un dossier que l'on citait comme exemple d'enquête bien menée. Pourtant, en relisant une nouvelle fois les pièces, l'un des agents éprouva un malaise discret. Ce n'était pas une contradiction précise. Plutôt une impression de lissage excessif.
Certains détails avaient été simplifiés pour entrer dans le cadre général. D'autres, plus dérangeants, avaient été mis de côté pour ne pas rompre l'équilibre de l'ensemble. Le dossier était cohérent. Peut-être trop. Cette pensée resta sans suite immédiate. La procédure avançait. Le temps judiciaire ne permettait pas de s'arrêter sur de simples impressions. Le dossier numéro 113 poursuivait son chemin. Et à mesure qu'il gagnait en solidité administrative, il perdait, sans qu'on s'en rende compte encore, une part de sa vérité possible. La chronologie admise fut remise à l'examen presque par nécessité. Jusqu'alors, l'heure du crime avait été fixée dans une fourchette large, jugée suffisante pour les besoins de l'enquête. On parlait de la fin de l'après-midi ou du début de la soirée, sans précision excessive. Cette approximation avait permis d'intégrer sans difficulté la présence de Bertomi sur les lieux. Mais à mesure que le dossier se consolidait, cette imprécision devenait problématique. Un agent reprit les dépositions une à une. Il releva toutes les mentions horaires, même les plus vagues. Il nota les expressions utilisées, avant la nuit, au moment du dîner, après la fermeture des boutiques. Chacune traduisait une perception personnelle du temps, rarement exacte. En confrontant ces déclarations, une incohérence apparut. Deux témoins, considérés jusque-là comme concordants, situaient la même scène à des moments incompatibles. L'un affirmait avoir vu Bertomi quitter l'immeuble alors que le jour déclinait encore. L'autre assurait avoir entendu des pas bien plus tard, alors que la rue était déjà plongée dans l'obscurité. Cette contradiction ne pouvait plus être ignorée. On tenta d'abord de la réduire. On invoqua une confusion, une erreur de mémoire. Mais en recalculant les durées, en tenant compte des habitudes du quartier, l'écart restait trop important pour être effacé. On se tourna alors vers les déplacements de Bertomi. Il avait décrit son itinéraire avec précision. En mesurant les distances, en estimant les temps de trajet, on constata que certains enchaînements devenaient impossibles selon leur tenue jusqu'ici. Pour qu'il soit présent au moment du crime, il aurait fallu qu'il se déplace plus vite que ne le permettaient les lieux. Ce constat fut consigné dans une note interne. Il ne disculpait pas formellement le suspect, mais il fragilisait la version admise. La chronologie, pierre angulaire du dossier, cessait d'être un appui sûr. Le magistrat fut informé de ses réserves. Il demanda que les vérifications se poursuivent, sans pour autant modifier l'orientation générale de l'enquête. Le dossier restait recevable. Les éléments à charge demeuraient nombreux. Il n'y avait pas lieu, à ce stade, de tout remettre en cause. Mais le doute était désormais inscrit noir sur blanc. L'enquête, jusque-là fluide, rencontrait une résistance. Un point précis, mesurable, qui refusait de s'aligner sur la version officielle. Pour l'agent chargé de ces vérifications, cette découverte eut un effet particulier. Il comprit que l'affaire ne se jouerait pas sur les intentions, ni sur les profils, mais sur la précision des faits. Sur ces minutes mal évaluées, sur ces trajets mal estimés, sur ces habitudes que l'on croyait immuables. Le dossier numéro 113 n'était plus seulement une construction administrative. Il devenait une question de temps. Et le temps, dans cette affaire, ne disait pas encore la même chose que la procédure. La chronologie ne fut pas le seul élément à résister à l'analyse. En reprenant l'inventaire des lieux, un agent s'attarda sur un détail jusque-là jugé insignifiant. Lors de la découverte du corps, un objet avait été mentionné sans commentaire particulier. Une montre retrouvée sur une table, arrêtée à une heure précise. Cette information figurait dans le rapport initial, mais elle n'avait donné lieu à aucune exploitation. L'agent consulta de nouveau la note. La montre appartenait à la victime. Elle s'était arrêtée à une heure fixe, correspondant à un choc ou à une manipulation brutale. Cette donnée, prise isolément, ne prouvait rien. Mais confrontée à la chronologie admise, elle posait problème. L'heure indiquée ne coïncidait pas avec celle retenue pour le crime. On tenta d'abord d'expliquer cette discordance. La montre pouvait être défectueuse. Elle pouvait s'être arrêtée plus tôt. Rien ne permettait d'affirmer qu'elle fonctionnait correctement au moment des faits. Pourtant, en interrogeant l'entourage de la victime, on apprit qu'elle la portait régulièrement et qu'elle avait été vue en état de marche peu de temps auparavant. Cette précision fut notée. On examina ensuite la position de l'objet. La montre n'avait pas été retrouvée au poignet de la victime, mais posée à proximité. Ce détail suggérait qu'elle avait été retirée volontairement, peut-être juste avant l'agression, peut-être pendant une discussion. Ce geste, simple en apparence, impliquait une certaine durée.
Il ne correspondait pas à l'hypothèse d'un acte précipité commis à l'issue d'une brève visite. Il supposait un échange plus long, un moment d'attention, incompatible avec la fenêtre temporelle attribuée à Berthomy. Ces constatations furent consignées dans un rapport complémentaire. Le magistrat en prit connaissance avec réserve. Il rappela que les indices matériels devaient être interprétés avec prudence. Une montre arrêtée ne constituait pas une preuve. Mais il reconnut que ce détail s'ajoutait aux incertitudes déjà relevées. Le dossier gagnait en complexité. L'objet, pourtant modeste, obligeait à revoir certaines certitudes. Il suggérait une autre temporalité. Une autre scène. Une autre manière d'envisager le déroulement du crime. Pour la première fois, l'enquête envisageait clairement que la visite de Berthomy ne coïncidait pas avec le moment de l'agression. Sa présence expliquait certaines observations, mais elle n'expliquait plus l'ensemble des faits. Ce déplacement du regard modifiait l'équilibre du dossier. Le détail matériel, longtemps négligé, venait de rompre l'harmonie administrative construite autour du suspect. Il ne disculpait pas encore, mais il ouvrait une brèche. Dans cette affaire, ce n'était plus une question de caractère ou de réputation. C'était une question de fait. Et les faits, lentement, commençaient à raconter une autre histoire. La décision fut prise sans annonce formelle. Il ne s'agissait pas de reconnaître une erreur, ni de suspendre la procédure. Simplement de reprendre les déclarations, toutes les déclarations, depuis le début. Non pour y chercher des aveux dissimulés, mais pour en vérifier la cohérence réelle. Les procès-verbaux furent étalés sur la table. On relut d'abord les propos de Prosper Berthomy. Ses réponses, consignées avec précision, n'avaient jamais varié sur l'essentiel. Il avait reconnu sa visite, expliqué son motif, indiqué son heure de départ. Jusque-là, ces éléments avaient été interprétés comme des aveux partiels. Désormais, ils étaient examinés pour ce qu'ils étaient réellement. Un récit stable. Cette constance, autrefois jugée suspecte, prenait une autre valeur. Elle suggérait non pas une stratégie, mais une absence d'adaptation. Berthomy ne cherchait pas à corriger son discours en fonction des accusations. Il répétait ce qu'il avait toujours dit. On compara ensuite ses déclarations à celles des témoins. Là où l'on avait cru voir des contradictions venant de l'accusé, on découvrait désormais des variations extérieures. Les horaires changeaient selon les personnes. Les descriptions se modifiaient selon les souvenirs. Certaines phrases avaient été interprétées plus qu'elles n'avaient été rapportées. Un point, en particulier, attira l'attention. Un témoin avait affirmé avoir vu Berthomy quitter l'immeuble après une discussion animée. Cette affirmation avait pesé lourd dans le dossier. Or, en relisant mot à mot la déposition, on constata que le terme animé n'avait jamais été prononcé par le témoin. Il figurait dans la synthèse, non dans la déclaration originale. Cette nuance, infime en apparence, modifiait le sens. On retrouva d'autres glissements du même ordre. Des mots ajoutés pour clarifier. Des formulations durcies pour renforcer la cohérence. Rien de volontairement mensonger, mais une accumulation d'ajustements destinés à rendre le récit plus lisible. Ces ajustements avaient créé une illusion de certitude. Le magistrat fut informé de ces constatations. Il demanda que l'on distingue désormais strictement les faits établis des interprétations. Cette consigne, simple, obligeait à revoir l'ensemble du dossier. Les déclarations furent reclassées. Les faits avérés séparés des suppositions. Les hypothèses clairement identifiées comme telles. À mesure que ce travail avançait, une évidence s'imposait. L'accusation reposait moins sur des preuves directes que sur une lecture orientée des éléments disponibles. Berthomy fut interrogé une nouvelle fois. Cette fois, on ne chercha pas à le mettre en défaut. On lui demanda de répéter son récit, dans l'ordre, sans interruption. Il s'exécuta. Ses réponses correspondaient, point par point, à celles déjà consignées. Pour la première fois, l'enquête considérait sérieusement la possibilité que ce récit soit exact. Le dossier numéro 113, jusque-là rigide, commençait à se desserrer. Non parce qu'une vérité nouvelle avait été découverte, mais parce que l'ancienne ne tenait plus aussi fermement. L'enquête avait cessé de forcer les faits. Elle recommençait à les écouter. En distinguant enfin les faits des interprétations, une question jusque-là marginale prit une importance nouvelle. Si Prosper Berthomy n'était pas présent au moment du crime, alors il fallait admettre qu'une autre personne avait pu entrer dans l'immeuble sans attirer l'attention. Cette possibilité avait été évoquée brièvement au début de l'enquête, puis écartée.
Elle ne correspondait pas à la thèse retenue. Elle compliquait inutilement le dossier. On décida de la reprendre. Les agents réexaminèrent les accès au bâtiment. La porte principale n'était pas toujours verrouillée en soirée. Certains habitants l'avaient signalé sans insister. Cette information, consignée dans un rapport secondaire, n'avait jamais été exploitée. On interrogea de nouveau le concierge. Il confirma que la porte restait parfois ouverte jusqu'à une heure tardive, surtout lorsque des allées et venues étaient prévues. Il mentionna aussi des visiteurs occasionnels, des connaissances des occupants, dont la présence passait inaperçue. Rien d'inhabituel, mais suffisamment pour remettre en cause l'idée d'un contrôle strict des entrées. On consulta ensuite les témoignages ignorés lors de la première phase de l'enquête. Un voisin avait signalé un bruit tardif, sans pouvoir identifier son origine. Sa déposition avait été jugée trop vague. Un autre avait mentionné une silhouette aperçue dans l'escalier, sans reconnaître Bertomi. Ces éléments avaient été relégués en fin de dossier. Replacés dans le nouveau cadre, ils prenaient un autre sens. On chercha alors à identifier les personnes susceptibles d'avoir eu un intérêt réel dans la mort de la victime. Cette démarche, jusque-là absente, ouvrit un champ d'investigation différent. On examina les relations professionnelles, les différents anciens, les engagements financiers non réglés. Un nom apparut. Il ne figurait pas parmi les suspects initiaux. Il n'avait pas été vu sur les lieux. Mais il entretenait avec la victime une relation ancienne, plus complexe que celle de Bertomi. Des échanges d'argent avaient eu lieu. Des discussions restées sans conclusion avaient été signalées. Cette piste, longtemps jugée secondaire, devenait désormais centrale. Le magistrat autorisa la poursuite des investigations dans cette direction. Il demanda que l'on recueille des éléments concrets, vérifiables, avant toute nouvelle conclusion. L'enquête avançait désormais avec prudence, consciente de ses erreurs passées. Pour Bertomi, cette évolution changeait la situation sans l'effacer totalement. Il restait impliqué par sa présence, mais il cessait d'être l'axe unique de l'affaire. Le dossier s'ouvrait enfin à une lecture plus large, plus conforme à la complexité des faits. Dans les bureaux, le climat changea. L'assurance des premiers jours laissait place à une attention plus soutenue. Chaque détail était pesé. Chaque omission réévaluée. L'enquête avait retrouvé ce qui lui manquait depuis le début, la possibilité d'une autre vérité. Le dossier numéro 113, longtemps enfermé dans une hypothèse unique, venait de s'ouvrir. Et avec lui, la perspective d'une issue différente. Les vérifications commencèrent sans empressement. Il ne s'agissait pas de désigner un nouveau coupable, mais de confronter la nouvelle hypothèse aux faits déjà établis. Chaque élément fut repris, non pour l'adapter à une thèse, mais pour vérifier s'il trouvait enfin une place cohérente. La relation ancienne entre la victime et cet homme fut examinée en détail. On consulta les registres, les échanges d'argent, les démarches restées sans suite. Il apparaissait clairement que des intérêts matériels avaient été en jeu. Des discussions avaient eu lieu. Des accords avaient été envisagés, puis abandonnés. La situation était restée en suspens, sans règlement définitif. Cette tension expliquait ce que l'enquête n'avait jamais su interpréter. La durée de la visite, d'abord. La montre retirée du poignet. L'absence de lutte. Tout suggérait une rencontre préparée, prolongée, menée sans précipitation. Rien de commun avec la visite brève décrite par Bertomi. On vérifia ensuite les déplacements de ce nouvel individu. Contrairement au suspect initial, il connaissait parfaitement l'immeuble. Il y avait été vu à plusieurs reprises par le passé. Sa présence n'aurait pas éveillé l'attention. Certains témoins reconnurent l'avoir croisé sans y attacher d'importance, précisément parce qu'il faisait partie du décor habituel. Cette information, anodine en apparence, prenait un poids considérable. Elle expliquait pourquoi aucune effraction n'avait été relevée. Pourquoi personne n'avait signalé une entrée inhabituelle. Pourquoi la visite fatale avait pu se dérouler sans bruit. Les horaires furent recalculés. En replaçant cette présence dans la chronologie revue, les contradictions disparaissaient. Les témoignages, autrefois incompatibles, devenaient complémentaires. Les bruits entendus tardivement trouvaient une explication. La montre arrêtée cessait d'être une anomalie. Pour la première fois, tous les éléments convergeaient. Le magistrat fut informé de ces avancées. Il demanda que les faits soient formalisés dans un rapport clair, comparant les deux hypothèses. La différence était nette. Là où la thèse initiale exigeait des ajustements constants,
la nouvelle s'accordait naturellement avec les données disponibles. Cette constatation ne laissait plus de place aux doutes raisonnables. Prosper Berthomy ne pouvait plus être maintenu au centre de l'affaire. Sa présence expliquait certaines observations, mais elle ne correspondait pas au moment du crime. L'erreur, désormais évidente, avait été de confondre visibilité et responsabilité. Le dossier numéro 113 changeait d'équilibre. Sans éclat, sans annonce officielle, l'accusation se déplaçait. L'enquête cessait de défendre une position. Elle se contentait enfin de suivre les faits. Ce retournement, discret mais décisif, marquait la fin d'une illusion. La vérité n'était pas apparue soudainement. Elle s'était imposée par comparaison. La décision ne fut pas prise dans l'urgence. Le magistrat prit le temps de relire l'ensemble du dossier, désormais scindé en deux hypothèses clairement distinctes. La première, celle qui avait guidé l'enquête dès l'origine, reposait sur la présence visible de Prosper Berthomy et sur une chronologie approximative. La seconde, plus récente, s'appuyait sur des faits matériels, des horaires vérifiés et des relations anciennes mises en lumière. La comparaison était sans appel. Dans la première version, chaque élément devait être ajusté, interprété, parfois forcé pour s'accorder à l'ensemble. Dans la seconde, les faits trouvaient leur place sans effort. Les témoignages s'éclairaient mutuellement. Les objets, jusque-là secondaires, prenaient un sens précis. La chronologie cessait d'être une approximation pour devenir une succession logique. Le magistrat convoqua les enquêteurs. Ils exposèrent leurs conclusions avec retenue. Aucun triomphalisme. Seulement la démonstration patiente de ce qui ne tenait plus, et de ce qui, désormais, tenait enfin. La discussion porta sur les points faibles, sur les zones encore incertaines. Mais l'essentiel était acquis, l'accusation initiale ne pouvait être maintenue. La décision fut actée. Les charges pesant sur Prosper Berthomy furent levées. Cette mesure ne constituait pas une déclaration d'innocence solennelle, mais la reconnaissance formelle d'une erreur d'orientation. Le dossier serait réorganisé. La nouvelle piste deviendrait l'axe principal de l'enquête. Berthomy fut informé le jour même. On lui expliqua que la procédure engagée contre lui prenait fin. Aucune justification longue, aucun commentaire superflu. Il écouta, acquiesça, puis se leva. Son soulagement fut contenu, presque imperceptible. Il ne posa aucune question. Il se contenta de récupérer ses effets personnels. Pour l'enquête, cette décision marquait un tournant définitif. Ce qui avait commencé comme une affaire simple révélait désormais toute sa complexité. La machine judiciaire, après avoir avancé trop vite, acceptait enfin de corriger sa trajectoire. Ce geste, discret mais essentiel, redonnait à l'enquête sa légitimité. Le dossier numéro 113 changea de statut. Il ne s'agissait plus d'un dossier presque clos, mais d'une affaire reprise sur des bases saines. Les erreurs commises ne disparaissaient pas. Elles restaient inscrites dans les rapports. Mais elles n'orientaient plus la suite. En refermant le dossier pour la soirée, le magistrat formula une remarque simple. Nous avons évité le pire. Cette phrase, sans emphase, résumait l'essentiel. La justice n'avait pas été exemplaire. Elle avait été corrigée à temps. C'était déjà beaucoup. La suite de l'enquête se déroula sans précipitation. Les vérifications engagées autour de la nouvelle piste furent menées avec méthode. Les faits furent confirmés, les liens établis, les contradictions levées. Ce travail, long et discret, n'eut rien de spectaculaire. Il consistait surtout à ne plus se tromper. Lorsque les conclusions définitives furent consignées, le dossier numéro 113 avait changé de nature. Il ne racontait plus une accusation rapide, mais une erreur corrigée. Les rapports faisaient état des étapes successives, des hypothèses abandonnées, des ajustements nécessaires. Rien n'était effacé. Tout était expliqué. La justice suivit son cours. Les responsabilités furent établies selon les éléments désormais incontestables. Les décisions prises ne suscitaient ni soulagement général, ni émotion particulière. Elles rétablissaient simplement un ordre plus juste que celui qui avait failli s'imposer. Pour Prosper Berthomy, l'affaire laissait une trace silencieuse. Aucune réparation officielle ne pouvait effacer le soupçon qui avait pesé sur lui. Il reprit sa vie sans commentaire, avec la même discrétion qu'avant. Ceux qui l'avaient vu passer brièvement par les bureaux de la justice cessèrent d'y penser. Le temps, comme souvent, se chargea du reste. Dans les services, le dossier fut classé. On lui attribua une place définitive dans les archives.
Son numéro ne signifiait plus rien de particulier. Il rejoignait cette multitude d'affaires réglées, dont on ne se souvient que lorsqu'une situation similaire se présente. Pour les enquêteurs, il demeurait un rappel. La tentation de la facilité. La force trompeuse des évidences. La nécessité de vérifier, encore et toujours. Le dossier numéro 113 était refermé. Les semaines passèrent. L'immeuble où le crime avait été commis retrouva son rythme ordinaire. Les habitants reprirent leurs habitudes. Les conversations se déplacèrent vers d'autres sujets. Ce qui avait un temps occupé les esprits s'effaçait déjà. Dans les archives, le dossier restait accessible, mais rarement consulté. Il n'avait rien d'exemplaire, rien de remarquable. Seulement l'histoire d'une enquête qui avait failli se satisfaire d'une réponse trop simple. Pour ceux qui l'avaient suivi de près, il conservait une valeur particulière. Non pour le crime qu'il racontait, mais pour l'erreur qu'il avait permis d'éviter. Une injustice qui n'avait pas eu lieu. Une vérité retrouvée avant qu'il ne soit trop tard. Puis même ce souvenir se dissipa. Le dossier numéro 113 devint ce qu'il devait être. Un numéro, quelques pages, un silence. Et dans ce silence, la certitude discrète que la justice, parfois, sait s'arrêter à temps.